marche. Bonsoir à tout le monde. Alors, je vous propose d'attaquer ce conseil par l'appel nominal. Nadège Dosba. Présente. Patrick Antigny. Présent. Fabienne Pasquale. Présent. Dominique Baude. Présent. Sylvie Dufourc. Présent. Morgane Boutet. Christiane Prévost. Éric Chauveton. Alain Bourguignon. Bernard Plé. Jean-Louis Martegoutte. Françoise Velasco. Carole Gréaume. Hervé Georges. Pierre Brouste Lefin. Carole Bonafous. Florence Pereira. Anne-Marie Morera. Franz Mougeot. Frédéric Arrojo. Vanessa Daniel. Séverine Place-Hans. Patrice Joubert. Perrine Heurtaud. Tristan Poc. Vincent Échouer. Corinne Laurent et Jean-Dany Garnin. Je fais circuler la feuille de présence. Je vous propose de nommer Sylvie Dufourc comme secrétaire de séance. Voilà. Et je vous propose de passer à l'approbation du procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 8 février 2021. Y a-t-il des modifications ? Pas de modification. Je mets aux voix l'approbation du PV. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Je fais passer le PV d'adoption. Alors, décision prise en application de l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Décision numéro 2021-04 visa préfectorale du 26 février 2021. Demande de subvention au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux 2021. Décision numéro 2021-11 visa préfectorale du 3 février 2021. Règlement des honoraires du notaire, office de maître Laménière. Demande état hypothécaire. Décision numéro 2021-12, visa préfectorale du 12 février 2021. Signature de l'avenant numéro 7 à la convention entre la commune de Salles et la SCEA La Moligny. Décision numéro 2021-13, visa préfectorale du 16 février 2021. Signature du marché, remplacement, fourniture et pose d'une clôture rigide pour le complexe sportif de rugby. Alors... Ensuite, décision numéro 2021-14, visa préfectorale du 23 février 2021, dépôt d'un mémoire en défense devant le tribunal administratif de Bordeaux, requête numéro 2002-861-2. Les décisions ont été affichées et sont jointes au dossier du conseil municipal. Voilà. Je vous signale aussi qu'on a procédé à la suppression de la délibération opposition à l'installation d'un péage sur l'autoroute A63, tout simplement parce que on va essayer de prendre la même délibération que la communauté de communes, et donc comme elle va être retravaillée au terme du bureau et ensuite elle vous sera représentée, on présentera la même ici. Voilà. Le premier point à l'ordre du jour, délibération numéro 2021-08, recours au dispositif parcours emploi et compétences PEC. Le rapporteur est à Bernard Plé. Le conseil municipal, vu la loi 84-53 du 26 janvier 84 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, vu la circulaire numéro 2018-11 du 11 janvier 2018 afférente, vu l'avis du comité technique commun de la commune et du CCAS de Salles en date du 25 février 2021, considérant que les contrats parcours emploi compétences PEC déployés depuis le 1er janvier 2018 peuvent être mis en œuvre dans le secteur non marchand et sont notamment régis par les dispositions du Code du travail. Considérant que ce dispositif a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d'accès à l'emploi. Considérant qu'une collectivité territoriale peut recruter des agents dans le cadre d'un PEC en vue de les affecter à des missions permettant l'insertion et l'acquisition d'une expérience. Considérant que ce type de contrat porte sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs temporaires et il ne peut se substituer à un emploi statutaire. Considérant que ce type de recrutement ouvre droit
droit à une aide financière en pourcentage du taux brut du SMIC par heure travaillée, pouvant aller de 45 à 65%. Considérant que la commune souhaite s'orienter vers ce type de contrat pour assurer des missions au sein des services municipaux, considérant qu'il est donc proposé le recrutement de 2 ans contrat PEC pour les fonctions d'agent administratif ou technique, éventuellement à temps complet, pour une durée de 12 mois. Considérant que l'agent sera rémunéré sur la base du SMIC horaire au prorata du nombre d'heures mensuelles effectuées. Considérant que le plan de formation proposé sera essentiellement basé sur les besoins de qualification en lien avec le poste occupé. Considérant qu'un ou plusieurs agents de la collectivité sera ou seront désignés comme tuteurs de ces agents en contrat PEC. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal d'autoriser M. le maire à procéder au recrutement de 2 agents en contrat PEC durant l'année 2021 pour une durée de 12 mois, d'inscrire au budget 2021 les crédits correspondants, d'adopter le tableau des effectifs relatifs aux agents non titulaires, actualisé tel qu'annexé, et d'autoriser M. le maire à mettre en œuvre l'ensemble des démarches nécessaires pour ces recrutements et de signer les actes correspondants. Avez-vous des questions sur cette délibération? Non. Je vous propose de mettre aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Alors, délibération numéro 2021-09, création de poste, modification du tableau des effectifs titulaires. La parole est à Nadège. Voilà. Vu la loi numéro 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, vu la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, vu le tableau des effectifs de la collectivité mis à jour le 14 décembre 2020 par délibération numéro 2020-1205, vu l'avis du comité technique commun de la commune et du CCAS de Salles en date du 25 février 2021, considérant le tableau d'avancement de grade proposé par le centre de gestion en 2020, considérant la nécessité de pérenniser un agent contractuel sur un emploi qu'il occupe, considérant en outre la nécessité d'opérer un recrutement sur un poste de cuisinier, considérant à ce titre qu'il est proposé d'ouvrir les grades suivants au tableau des effectifs. 2 postes d'adjoint administratif principal première classe, 1 poste de rédacteur principal, 1 poste d'adjoint administratif, 1 poste d'adjoint territorial technique principal de première classe et 1 poste d'étape principal de 2e classe. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal de décider l'ouverture de 2 postes d'adjoint administratif principal première classe à temps complet au tableau des effectifs de la commune de Salles à compter du 1er avril 2021, de décider l'ouverture d'un grade de rédacteur principal première classe à temps complet au tableau des effectifs de la commune de Salles à compter du 1er avril 2021, de décider l'ouverture d'un grade d'adjoint administratif à temps non complet 30 heures au tableau des effectifs de la commune de Salles à compter du 1er avril 2021, de décider l'ouverture d'un poste d'adjoint territorial technique principal première classe à temps complet au tableau des effectifs de la commune de Salles à compter du 1er avril 2021 et de décider l'ouverture d'un poste d'étape principal de 2e classe à temps complet au tableau des effectifs de la commune de Salles à compter du 1er avril 2021. D'adopter le tableau des effectifs actualisé tel que présenté en annexe et d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents qui y sont relatifs. Avez-vous des questions sur cette délibération? Oui, Mme Laurent. La décision de promouvoir un agent appartient au maire seul. Nous ne citerons pas les noms des personnes concernées, mais il est déplorable de constater que les promotions en question viennent comme une récompense pour bons services rendus, en particulier pour un agent qui est lié à l'affaire judiciaire de l'ancien responsable des services. Rien à ajouter de plus, sinon la confirmation de ce que nous avons déjà. Pour un autre agent promu, nous arrivons à une situation qui ne devrait pas arriver. Dans les faits, l'intéressé sera placé hiérarchiquement au-dessus d'un agent que l'équipe précédente avait recruté, qui détient pourtant un grade supérieur. Certes, aucune disposition législative ou réglementaire,
ni aucun principe général de droit n'interdit à l'administration de prévoir qu'un fonctionnaire puisse être placé sous les ordres et l'autorité hiérarchique d'un agent de catégorie ou de grade inférieur. Mais cette situation inconfortable devrait être l'exception. D'ailleurs, il est amusant de rappeler que vous avez vivement critiqué cette problématique qui existait déjà par le passé et qu'une fois aux affaires, vous la recréez volontairement pour de mauvaises raisons. On voit bien là le ridicule de la situation et la manière assurément politique de gérer les ressources humaines de la nouvelle équipe municipale. Alors moi je suis étonnée parce que, bon, bien évidemment j'ai les noms, il y a des avancements de grade pour 11 agents, une création de poste pour un agent par rapport au tableau qui vous est présenté, et je ne vois pas dans les agents cités le nom d'une personne qui serait en procès avec la mairie ou avec... je vois pas. Je pense que vous êtes fait un pinceau, enfin vous êtes mélangé les pinceaux sur les noms. Là, en fait, c'est le tableau d'avancement de grade qui est proposé par le centre de gestion. Donc ça correspond quand même à ce que l'on avait décidé, de promouvoir 100% des personnels qui étaient sur ce tableau d'avancement. Ensuite, un agent contractuel sur un emploi qu'il occupe déjà. Je peux vous dire que c'est un agent à l'urbanisme qui était contractuel et qui est maintenant stagiarisé. Et c'est le seul emploi d'ailleurs qui n'est pas à temps complet à sa demande. Elle était à 29 heures, maintenant elle est à 30 heures. Et ensuite un cuisinier qui exerce déjà à la cantine du collège, mais qui est encore en détachement ou en dispo de l'armée, et pour lequel il faut créer un poste. Le mieux, ça serait qu'il dise les noms. Donc je vois pas... Enfin, il n'y a pas de... Là, je vois pas bien... Là pour le coup... Je ne sais pas où vous avez été chercher vos informations, mais à mon avis... Voilà, parce qu'il n'y a pas... justement, on a évité ce qui pouvait se passer avant, c'est-à-dire de se retrouver avec un cadre B qui dirige des cadres A. Voilà, ça, c'est pas arrivé, et ça n'arrivera pas chez nous en tous les cas. Donc voilà, donc je ne sais pas où vous avez pris vos informations, mais en tous les cas, une chose est certaine, elles sont un peu erronées, quoi. Oui, Monsieur Poc. Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, après l'absence de présentation des tableaux d'effectifs au dernier conseil, nous nous réjouissons enfin de leur retour. Comme quoi, en insistant un peu, la transparence fait son petit bout de chemin. Non, mais la dernière fois, c'est parce qu'il n'y avait pas de délibération qui concernait le tableau des effectifs global, c'était le tableau des contractuels. On ne va pas le présenter à chaque fois. Vous les avez abordés dans les questions diverses. On ne va pas présenter un tableau des effectifs à chaque conseil municipal, alors même qu'il n'y a pas de délibération qui s'y rapporte. Soit. Enfin, sinon, on n'en sort plus, quoi. Ces tableaux appellent de notre part plusieurs remarques. D'accord. Mais avant toute chose, je tenais à mettre les points sur les i. Dire, comme vous l'avez fait, que les tableaux étaient faux sous la mandature précédente, et non seulement une hérésie, mais surtout une belle preuve de votre mauvaise foi. Car il faut rappeler tout de même que ces documents passent par le filet du contrôle de la légalité de la préfecture. En réalité, vous souhaitiez plus que tout éviter toute comparaison possible. Vous pourrez cacher des faits aux Salois, vous pourrez tenter de nous entourlouper, mais sachez que nous serons toujours extrêmement vigilants et en permanence sur nos gardes. J'en viens à présent à nos interrogations. Il y a toujours un certain nombre d'emplois qui sont vacants. Dans le tableau des effectifs, soit que les agents aient quitté la collectivité, retraite, démission, transfert en interco, soit qu'ils aient pris... Excusez-moi. Soit qu'ils aient pris un nouveau poste suite à un avancement de grade, soit qu'ils aient changé de quantité de temps de travail. Il est d'usage de les supprimer au fur et à mesure que les situations évoluent. Or, on constate un nombre record de postes inscrits dans la colonne vacant, soit 55. Pour quelles raisons? Deuxième remarque. S'agissant de l'effectif total, on peut voir que le nombre de titulaires reste stable, 114 contre 115 début 2020, ce qui n'est pas le cas des contractuels. On en dénombre 22 contre 9 seulement sous l'ancienne municipalité. Cette hausse assez significative montre à l'évidence que la majorité actuelle conforte ses équipes plutôt par le biais de contractuels. Or, que savons-nous à ce sujet, excepté pour les postes d'apprentis ou autres contrats aidés tels que les PEC, dont nous ignorons d'ailleurs la date du début de leur mission? À vrai dire, pas grand-chose, tant l'opacité règne. Et pourtant, il y a une présomption sérieuse de copinage. D'après les informations dont nous disposons, ont été réalisés le recrutement au lendemain de l'élection d'un cadre du club de foot,
le recrutement du fils d'un commerçant sallois qui a pignon sur rue, le recrutement de la belle-fille d'un de vos colistiers, le fils d'une professionnelle de salle dont nous terrons le métier. Et nous ne savons certainement pas tout. Bref, les mauvaises habitudes perdurent, quoi que l'on en dise. Je vous vois venir. Il est inutile de nous renvoyer aux pratiques de l'ancienne municipalité, comme vous le faites perpétuellement, par réflexe pavlovien. Car si c'est pour nous dire que c'était pareil avant, cela ne fera pas avancer le schmilblick. Et surtout, cela montrera aussi que votre discours vertueux de changer la manière de gouverner était bel et bien un artifice trompeur auquel les Sallois certes ont pu croire, mais certainement pas nous. Bon, alors... Troisième remarque. C'est pas fini. D'accord, pardon. Parmi les contractuels, pas moins de 9 animateurs, dont certains effectuent seulement 3 heures par semaine. À ce sujet, une publication de la ville de Salles en date du 10 novembre 2020, titrée « Recrutement animateur BAFA », ne nous avait pas échappé et a retenu toute notre attention. Il était précisé que la commune de Salles recherche des jeunes Sallois et le BAFA pour effectuer des remplacements ponctuels sur des temps d'activité préscolaire du service enfant-jeunesse. Il était proposé d'envoyer son CV. Et c'est là que le bas blesse, car à partir de là, tout s'est fait de manière opaque. Existe-t-il une délibération à ce sujet? Non, je ne crois pas. Par contre, ce que nous croyons savoir, monsieur le maire, c'est que votre fils a travaillé quelques jours, voire quelques heures, au début du mois de février, comme animateur jeunesse, certainement dans ce cadre. Pouvez-vous nous le confirmer et, le cas échéant, nous indiquer quel a été son contrat et s'il a été rémunéré? Vous nous devez toute la transparence, sans la moindre ambiguïté sur ce sujet. Quatrièmement, enfin, nous souhaiterions avoir une précision. Comment se fait-il que l'on trouve un agent titulaire qui a le grade de chef de la police municipale et concomitamment un autre poste ouvert pour ce même grade, mais pas encore pourvu? Pour finir cette question importante des effectifs, peu importe finalement leur nombre, car il faudrait l'appréhender pour que cela ait plus de sens en termes d'équivalent temps plein. Notre juge de paix restera bien évidemment la masse salariale et nous scruterons avec grand soin son niveau avec un tout premier aperçu sans doute tout à l'heure au moment du débat des orientations budgétaires. Nous vous remercions de bien vouloir nous apporter tous les éclaircissements sur ces légitimes interrogations. Bon, je vais commencer par répondre, mais je n'ai pas pris les notes de tout ce que vous aviez dit. Peut-être que Bruno, tu as pris, donc tu compléteras mon propos. Alors, concernant le schmilblick, il avance, parce que quand même, le tableau des contractuels qui vous est présenté est quand même beaucoup plus, moi, à mon avis, mais ce n'est pas le vôtre, me semble beaucoup plus clair que ce qui était présenté précédemment. C'est vrai que les 9 qui étaient présentés à la suite de ce tableau d'habitude, peut-être étaient des équivalents temps plein, mais en tout cas, nous, on a voulu présenter exactement le nombre de personnes en contrat contractuel sur la commune. Donc le tableau qui vous est présenté aujourd'hui, il y a 22, et si on veut être vraiment très très précis, on va dire qu'après ce conseil municipal, il sera réellement que de 19, puisqu'il y a les 2 contrats PEC qui sont inscrits mais qui ne sont pas encore pourvus. Donc en réalité, il n'y en a que 20. Je crois qu'il y en a un pourvu au CCAS, non? Oui, mais celui-là, il est déjà dans le... D'accord, ok. Il y est déjà. Il y est déjà, c'est la quatrième ligne du tableau. Là, c'est les 2 que nous avons rajoutés ce soir. Ensuite, il y a encore aujourd'hui un adjoint administratif à l'urbanisme qui est considéré comme contractuel, mais après la délibération de ce soir, elle ne le sera plus. Donc on est à 19 contractuels. Et ça, c'est 19 personnes. Après, si vous voulez, vous avez aussi leur quotité de travail. Si je comprends bien, vous voulez qu'on rajoute leur date d'entrée dans l'activité, ça vous... Non, sur le tableau, honnêtement, à la CDC, c'est bien fait. Il y a une étoile sur le poste qui va être, en fait, après le conseil municipal, sorti du tableau. Bon, alors je l'avais mise l'étoile, mais elle n'y était pas... voilà, elle y est. Pour moi-même, je vous le dis. On mettra une étoile sur le poste, si vous voulez. Voilà, après, on peut effectivement encore l'amender en ajoutant les dates d'entrée et les dates de sortie, mais bon, là, déjà, moi, il me semble pas mal. Sur le recrutement de contractuels au service animation, il y a eu effectivement une communication sur le site de la ville de Salles. Il y a eu aussi un mail qui a été fait, je crois, par monsieur le maire à tous les élus pour leur dire que si vous connaissiez des personnes qui souhaitaient travailler, on prenait en compte leur CV. Il n'y en a pas qui sont arrivés. Sur le recrutement du fils de monsieur Bureau, c'est vrai que oui, c'est vrai, il a fait quelques heures. 4 jours.
1h45. C'était compliqué de trouver quelqu'un, vous le savez bien, Madame Artaud, comme ça, de trouver quelqu'un au dernier moment. Il était disponible, il a le BAFA. Je ne vois pas pourquoi, à partir du moment où on n'a pas d'autres demandes, il serait pénalisé parce que son père est maire de la commune. Excusez-moi, c'est pas pour polémiquer. Voilà. Non, mais, attendez, bon, allez. Non, mais ok. Écoutez, voilà. moi, si vous voulez polémiquer, on va polémiquer. Vous voulez que je vous sorte la loi? J'essaie de vous répondre Moi, c'est pas. tranquillement. Il y a ce qui est du domaine du légal, il y a ce qui est du domaine de la morale. Je suis désolé, il y a un moment donné, on ne fait pas. Voilà. Les dossiers sortiront, vous inquiétez pas. Non, mais sans parler de dossier, moralement, on n'a jamais attaqué, précédemment ou aujourd'hui, des personnes qui seraient employées par la commune et qui avaient quelqu'un dans leur famille qui était élu. Enfin, je veux dire, on n'a jamais remis en cause le fait que cette personne soit en contrat. Je suis désolé de vous le dire. On a signé, d'ailleurs, je ne sais même pas, moi je suis arrivé plus tard, je ne sais même plus si on m'a fait signer la charte de l'élu local. Oui. Elle est très claire. Vous prenez les 4 premiers articles, c'est très clair. Donc je suis désolé. Vous êtes maire, monsieur Bureau, ça aurait pu être quelqu'un d'autre. On passe son tour, j'allais dire pendant 6 ans, le temps, on ne recrute pas son fils, même pour quelques heures. C'est une question de principe. C'est pas. Alors, monsieur Fédrigo, sous votre mandat, pardon, monsieur a été embauché à temps complet en CDI, ça par contre c'est autorisé. Non mais attendez, si vous voulez, je fais pas de procès par rapport à monsieur Fédrigo qui en plus fait parfaitement bien son boulot là où il est. Là en l'occurrence, il s'agissait de répondre à un besoin ponctuel à un moment où il pouvait y avoir des trucs, il n'a pas été question de l'embaucher à temps complet, de lui faire un stage sur une longue durée ou autre chose. Alors votre morale et vos conseils, vous pouvez vous... Mais écoutez, on saisira Anticorps par exemple, on verra bien qu'est-ce qu'ils nous disent. Voilà, c'est tout. Saisissez. Voilà. Alors là, là par contre c'est moi qui vais parler, adhérent d'Anticorps, avec grand plaisir. Par contre, vous viendrez me voir dans le bureau, je vous montrerai quelques dossiers qui risquent peut-être d'aller à Anticorps. Ok ? Il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, mais ils sont autrement plus lourds que celui que vous voulez éventuellement exposer à Allez-y, Anticorps. il n'y a pas de souci. Mais il n'y a pas de souci. Je suis désolé, monsieur Poc, vous n'êtes pas concerné, mais vous avez fait partie d'une équipe qui a fait bien pire. Donc ça, au-delà de ça, je ne vais pas revenir non plus sur l'arrière. Je trouve ça petit et mesquin. Vous voulez saisir Anticorps, saisissez. Je sais que quand il y aura besoin, que ce soit le fils de l'un ou de l'autre, qui soit de l'opposition, de la majorité, si ça répond à un besoin de la collectivité, à un moment ponctuel et pas pour un recrutement permanent, je continuerai à le faire et je l'assumerai. Voilà, ça vous pouvez déjà l'écrire, vous pourrez même l'écrire en Anticorps si vous voulez. Maintenant sur les autres éléments de votre truc, alors comme le ridicule ne tue pas, on va parler des PEC. Alors les PEC, oui c'est vrai, il y a deux embauches qui ont été écrites. Elles ne sont pas recrutées, c'est une demande de ma part, de façon à ce qu'il y ait 2 postes qui soient ouverts, que si jamais l'occasion se présentait, que ce soit pour les services techniques ou pour les services administratifs, on soit en mesure de les recruter sans attendre un prochain conseil ou autre chose. Donc, comme on en a ouvert au service enfant-jeunesse, on en a ouvert au CCH, j'ai demandé à ce que 2 postes soient ouverts sur les services généraux de la mairie. Voilà, donc sur le reste, j'avais pas vu grand-chose. Non, après, sur la masse salariale, je vous invite en effet à être attentif sur la masse salariale, parce que après l'avoir augmenté de 51% en 6 ans, si vous voulez, je pense qu'on devrait être un peu plus précautionneux. Voilà, c'est tout. On verra le reste. Non, je mets aux voix cette délibération de modification du tableau des effectifs. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? 5 abstentions. Ok. Délibération numéro 2021-10, modification de la délibération numéro 2018-05-9 et numéro 2018-05-10 fixant les modalités de réfaction des régimes indemnitaires des agents en cas d'arrêt. La parole est à Carole Bonafou. Le conseil municipal, vu la loi numéro 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires. Vu la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée,
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Vu les délibérations numéro 2015-11-04 et 2017-07-8 relatives au régime indemnitaire des agents de la commune, toujours applicables au cadre d'emploi concerné. Vu la délibération numéro 2018-05-9 du 29 mai 2018 portant mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, RIFSEP, des agents de la commune de Salles, modifiés, ayant institué une réfaction du régime indemnitaire en cas d'arrêt. Vu la délibération numéro 2018-05-10 du 29 mai 2018 portant modification des critères de modulation du régime indemnitaire des agents non concernés par le RIFSEP. Vu la délibération numéro 2019-07-11 du 9 juillet 2019 modifiant les modalités de réfaction des régimes indemnitaires en cas d'arrêt. Vu l'avis du comité technique commun de la commune de Salles et du CCAS le 25 février 2021, considérant que par délibération numéro 2018-05-9 prise en conseil municipal le 29 mai 2018, la commune de Salles s'est dotée d'un nouveau régime indemnitaire, le RIFSEP, en complément des délibérations relatives au régime indemnitaire des agents ne bénéficiant pas du RIFSEP. Considérant qu'afin de lutter contre l'absentéisme, cette délibération prévoyait une réfaction du régime indemnitaire des agents dès que les arrêts maladie ordinaires d'un agent dépassaient 10 jours sur une année glissante. Considérant que cette réfaction avait été transposée aux agents ne bénéficiant pas du RIFSEP par délibération numéro 2018-05-10 prise en conseil municipal le même jour, considérant que par la suite, par délibération numéro 2019-07-11 en date du 9 juillet 2019, le conseil municipal avait ajouté des cas d'exclusion de ce dispositif afin d'éviter de pénaliser des agents qui faisaient face à certaines situations, actes médicaux ou blessures physiques nécessitant une convalescence. Considérant que suite à de nouveaux échanges avec les représentants du personnel et considérant que le mode de calcul de cette réfaction s'avère trop drastique, il est proposé de modifier les délibérations précitées en prévoyant un mécanisme de réfaction selon la méthode suivante, au prorata du nombre de jours d'absence. Considérant en effet que le précédent mode de calcul ne répondait pas aux attentes en termes de lutte contre l'absentéisme, car l'agent pouvait, au-delà des 21 jours d'absence sur une année glissante, perdre l'intégralité de sa prime mensuelle pour un seul jour d'absence dans le mois. Considérant qu'il est proposé de modifier une partie du paragraphe indisponibilité physique et autres absences, situé à l'article 2 de la délibération numéro 2018-05-09 et une partie du paragraphe 1 relatif à l'absentéisme de la délibération numéro 2018-05-10 comme tel, en lieu et place de ceux existants. Une réfaction du régime indemnitaire sera proposée lorsque les arrêts de maladie ordinaires d'un agent sur une année glissante seront supérieurs à 10 jours. La réduction du régime indemnitaire s'opérera ainsi: de 0 à 10 jours, aucune réfaction; de 11 à 20 jours, 50% de la prime mensuelle au prorata du nombre de jours d'absence sur le mois; à partir de 21 jours, 100% de la prime mensuelle au prorata du nombre de jours d'absence sur le mois, toujours en année glissante. Il est précisé que les modalités d'exclusion de ce dispositif fixées par la délibération numéro 2019-07-11 susvisée resteront inchangées. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal de modifier les délibérations numéro 2018-05-9
et numéro 2018-05-10 fixant les modalités de réfaction des régimes indemnitaires des agents en cas d'arrêt selon des dispositions susvisées. De dire que la présente délibération prendra effet à compter du 1er avril 2021, de préciser que les modalités d'exclusion de ce dispositif, modifiées par la délibération 2019-07-11, restent inchangées et applicables à l'ensemble des agents, bénéficiant du RIFSEPT ou non. Avez-vous des questions sur cette délibération? Monsieur Techouer. Juste une précision, vous parlez de maladies ordinaires. Est-ce que ça fait référence à une liste bien exhaustive? Oui, c'est très... Par exemple, tous ceux qui ont une journée d'hospitalisation suivie d'un arrêt ne sont pas concernés par la décision. Là, l'idée, c'est vraiment d'arriver à un peu plus de justice, puisqu'il y a des agents, dès qu'ils dépassaient juste le seuil d'une journée sur un mois, pouvaient se faire retirer le mois entier. Voilà, donc là, c'est de revenir au système un peu comme les jours de grève, c'est-à-dire au 30e, quoi. Y a-t-il d'autres observations? Je vous propose de mettre aux voix qui est pour cette délibération. Il faut changer de temps en temps. Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Délibération suivante, numéro 2021-11, adoption du règlement intérieur d'utilisation des véhicules municipaux. Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L2123-18-1-1, vu la loi numéro 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, vu la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, vu la circulaire numéro 59-28 SG du 20 avril 2017 relative à la gestion du parc automobile de l'État, des établissements publics de l'État et autres organismes, vu la délibération numéro 2020-10-03 du 12 octobre 2020 attribuant un véhicule par nécessité absolue de service pour le poste de directeur général des services, vu l'avis du comité technique commun réuni le 25 février 2021, considérant que le parc automobile de la commune est mis à disposition des agents publics pour l'exercice de leurs missions quotidiennes, considérant les contraintes juridiques et financières qui s'imposent à la commune et à ses agents dans le cadre de l'utilisation des véhicules municipaux, considérant la nécessité de définir des droits et obligations des utilisateurs des véhicules de la collectivité réunis dans un règlement intérieur. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal d'adopter le règlement intérieur d'utilisation des véhicules municipaux figurant en annexe, que vous avez ici. D'autoriser monsieur le maire à signer le règlement intérieur d'utilisation des véhicules municipaux et ses annexes. Avez-vous des questions sur cette délibération ou des modifications à apporter sur le règlement intérieur? Monsieur Juste une petite remarque. Je crois que vous avez attribué un véhicule à votre directeur général des services et il me semble qu'il habite sur Langon, ça fait quand même 120 km par jour. Florac. À peu près. Florac. 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 Donc on va baisser un petit peu, ça va faire 100 km. Ça me semble l'avantage en nature qui est bien noté dans le document. Mais je trouve que c'est un sacré avantage aussi, parce qu'il n'y a pas de complément de rémunération par rapport à certains véhicules qui se font dans des LLD, où on a un barème minimum de kilomètres à titre personnel. C'est juste une remarque. Voilà, non, je dirais juste que c'est le seul grade de la collectivité qui permet de bénéficier d'un véhicule par nécessité absolue de service. Donc voilà, face à oui, c'est un bon complément de salaire. C'est d'ailleurs pour ça que ça fait partie des négociations quand on recrute un directeur général. Mais au moins, il est cadre A et il a le droit d'en bénéficier. Voilà, donc pour lui, ça a été fait. Y a-t-il d'autres observations? Non, je mets aux voix ce règlement. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. On va passer maintenant au débat des orientations budgétaires 2021. Avant de passer la parole à Nadège, mes chers collègues,
Si nous devions résumer notre état d'esprit dans la construction budgétaire pour 2021, ce serait œuvrer avec optimisme et détermination. La pandémie du Covid-19 qui se prolonge et qui fera encore ressentir ses effets dans les mois à venir, quel que soit l'impact des vaccinations à grande échelle aujourd'hui programmées, a naturellement aussi eu en 2020 des répercussions sur notre collectivité, son fonctionnement et son budget. Malgré cela, notre excédent de fonctionnement cumulé à fin 2020 dépassera les 1 280 000 euros, en progression de 3,88%. Le budget 2021 sera une illustration du monde qui nous attend, marqué par les incertitudes et les craintes. Nous devons donc rester prudents, mais optimistes en l'avenir et volontaristes dans nos actions et dans notre gestion. Le budget conjuguera ainsi la poursuite de la stabilité des taux d'imposition communaux, un recours à l'emprunt inférieur au capital remboursé annuellement et strictement limité à notre besoin de financement de l'exercice en investissement, et une maîtrise des dépenses de fonctionnement qui devront se limiter au taux de l'inflation sur un budget en configuration normale. Il intégrera des projections raisonnables en termes de recettes dont certaines de l'État ne sont à ce jour toujours pas connues. En investissement, le budget va intégrer un montant d'assistance à maîtrise d'ouvrage relativement important. C'est à partir de ces différentes études qui seront réalisées, notamment au niveau accessibilité, état de voirie, schéma d'assainissement des eaux pluviales et de ruissellement, même si elle est portée par la CDC, état de voirie, schéma d'assainissement des eaux pluviales, aménagement de sécurité, amélioration thermique des bâtiments, que nous serons en mesure de préparer le plan pluriannuel d'investissement qui nous guidera pour toute la mandature 2020-2026. Il s'agira de positionner le plus judicieusement possible tous les projets d'investissement que nous avons annoncés lors de la campagne électorale, de les répartir sur les 5 prochains exercices afin de lisser la pression sur notre autofinancement. Les attentes et les projets sont nombreux, mais devront être scrupuleusement financés. Ainsi, les services administratifs et l'exécutif communal seront mis fortement à contribution pour conduire des réflexions afin de contraindre les dépenses de fonctionnement à court et moyen terme. Il s'agira par exemple de mieux identifier les coûts des prestations et d'ajuster leur tarification. La stabilisation de la charge de personnel sera un objectif recherché, mais qui pourra évoluer si un renforcement de certains services est indispensable. Si la masse salariale devait évoluer, cela devrait se traduire par une diminution de certaines charges, notamment celles afférentes au recours à des prestataires extérieurs. Nous devrons également adapter notre politique contractuelle avec les associations pour répondre plus équitablement aux réels besoins, tout en maintenant un engagement fort envers elles, surtout dans la période difficile que nous traversons. Nous nous engagerons également avec énergie dans les échanges avec tous nos partenaires afin de recevoir de nouvelles aides et subventions directes. La perspective d'une crise économique sans précédent pèsera naturellement sur cette préparation budgétaire 2021, mais ce n'est pas pour cela que nous ne devons pas garder notre cap et notre projet. Même si l'État impacte de manière significative notre capacité de gestion avec la suppression de fiscalité, de ressources propres et en proposant des systèmes de péréquation toujours plus lourds, nous restons résolument optimistes et croyons en la relance par l'investissement public. Alors que ce même État se montre souvent hésitant et imprévoyant, notre projet communal sera quant à lui transparent et financé. Gageons que si l'État nous en laisse les moyens, s'il préserve notre capacité de libre administration, les communes seront le meilleur maillon de la reprise économique. Dans cette chaîne vertueuse, Salles ne sera pas en reste. Notre commune sera au rendez-vous de la relance dont la France et les Français ont tellement besoin. Une relance qui nous ressemble, au profit de notre territoire et du bien-être de nos habitants. Voilà, mes chers collègues, l'esprit qui nous anime et nous motive aujourd'hui avant d'entamer le débat d'orientation budgétaire qui conduira notre ville. Je passe la parole à Nadège. Le débat d'orientation budgétaire est une étape essentielle de la procédure budgétaire des collectivités. Il contribue à l'information des élus et favorise la démocratie participative des assemblées délibérantes en facilitant les discussions sur les priorités et les évolutions de la situation financière préalablement au vote du budget primitif. Ce débat s'appuie sur un rapport qui doit préciser les orientations budgétaires de l'année à venir. Il doit se tenir dans les 2 mois précédant le vote du budget primitif et est obligatoire dans les communes de plus de 3 500 habitants. Ce rapport est prévu à l'article L. 2312-1 du Code général des collectivités territoriales.
Il comporte les informations suivantes. Les orientations budgétaires envisagées par la commune portant sur les évolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes en fonctionnement comme en investissement, les orientations envisagées en matière d'investissement, des informations relatives à la structure et à la gestion de l'encours de la dette, et les objectifs d'évolution des dépenses réelles de fonctionnement et du besoin de financement de la collectivité. Afin de permettre aux citoyens de disposer d'informations claires et lisibles, ce rapport doit être mis en ligne sur le site internet de la collectivité dans un délai d'1 mois après sa présentation. Décret 2016-834 du 23 juin 2016. Il est également transmis au président de la communauté des communes dans les 15 jours qui suivent sa tenue. Décret 2016-841 du 24 juin 2016. Il est important de rappeler le contexte dans lequel va s'inscrire l'exercice budgétaire de l'année 2021. Contexte économique. Un contexte économique et financier bouleversé par une crise sans précédent. Au niveau mondial, et selon le FMI, l'économie mondiale devrait cumuler plus de 12 000 milliards de dollars de pertes en 2020 et 2021 à cause de la pandémie, tandis que 300 millions d'emplois à temps plein sont menacés dans le monde. Au sein de l'Union européenne, dans un contexte d'incertitude accrue, la croissance du PIB en zone euro devrait chuter de 7,3 points en 2020 avant de rebondir à 3,9% points en 2021. Le soutien massif des institutions supranationales devrait atténuer les effets de la pandémie en zone euro et contribuer à relancer l'économie une fois celle-ci maîtrisée. Outre le programme SURE doté de 100 milliards d'euros et destiné à soutenir les programmes de chômage de courte durée, les États membres de l'UE ont conçu à l'été 2020 un important plan de relance de 750 milliards d'euros de prêts et subventions. Définitivement validé en décembre 2020, il s'appliquera en 2021-2022, principalement en soutenant l'investissement. En France, pour atténuer l'impact économique et social de la crise sanitaire, le gouvernement a accompagné les confinements d'un vaste ensemble de mesures d'urgence. Ces mesures ont été conçues à la fois pour soutenir les ménages et les entreprises. Au-delà de ces mesures d'urgence, le gouvernement français a présenté en septembre un plan de relance. Ce plan de l'État a pour objectif de donner une nouvelle impulsion pour la relance et la reconstruction en mobilisant un montant de 100 milliards d'euros dont 40 proviennent du financement de l'Union européenne. Comprenant 3 axes, écologie, compétitivité et cohésion, il vise, via des programmes d'investissement, à soutenir l'activité et à minimiser les effets potentiels à long terme de la crise sanitaire. Le PIB pour l'année 2020 devrait diminuer de 9%. Le plan de relance améliorerait le PIB à hauteur de 1,1% pour 2021 et le taux de croissance serait de 7%. Le déficit atteindrait un niveau historique de 8,9% du PIB. Sur le marché du travail, l'impact de la pandémie est impressionnant. Au premier semestre 2020, 715 000 personnes avaient déjà perdu leur emploi salarié et le taux de chômage pour 2020 devrait être de 11%. Fin 2021, il devrait atteindre 9,6%. La baisse des revenus des ménages devrait se limiter à 5 milliards d'euros et l'épargne pourrait augmenter, représentant 86 milliards d'euros en 2020. Élément des collectivités locales. De la baisse des impôts de production à la territorialisation du plan de relance, ce sont 9 des 58 articles du projet de loi de finances 2021 qui auront un impact direct sur les finances locales. À savoir, la baisse de 10 milliards d'euros des impôts de production à compter de 2021, 20 milliards d'euros sur 2 ans. La confirmation des engagements déjà pris par le gouvernement en matière de baisse des impôts des Français, avec la baisse du taux de l'impôt sur les sociétés et la suppression progressive de la taxe d'habitation sur les résidences principales engagée en 2018. À compter de 2021, la perte du produit de la taxe d'habitation pour les communes sera compensée par le transfert de la part départementale de la taxe sur le foncier bâti. Le plan de relance de 100 milliards d'euros qui poursuit 3 grands objectifs, la transition écologique, la cohésion sociale et territoriale, ainsi que la compétitivité des entreprises. La poursuite d'une logique partenariale et soutien aux recettes des collectivités territoriales, l'engagement de l'État auprès des territoires avec des actions pour la ruralité, poursuite du déploiement des France Services et pour les quartiers, cités éducatives, les finances des collectivités territoriales avec l'augmentation du concours de l'État aux collectivités locales pour soutenir l'investissement, la dotation globale de fonctionnement, la compensation de la baisse des impôts de production. La stabilité des dotations, la DGF restera stable à hauteur de 26,8 milliards d'euros, dont 18,3 pour le bloc communal. La DSR et la DSU augmenteront chacune de 90 millions d'euros. Les autres dotations seront reconduites au niveau de 2020. Il s'agit de la DETR et de la DSIL.
Alors ensuite, on a bâti le document en faisant à la fois un petit commentaire sur le compte administratif 2020 et les orientations du budget 2021 à propos de certains postes. Donc, je ne vais pas vous lire tous les tableaux, bien évidemment, puisque vous les avez. On commentera les dernières évolutions. Donc, les dépenses de fonctionnement, les charges à caractère général. Donc, on constate une baisse des charges à caractère général de 9,61% après plusieurs années de hausse. La baisse constatée en 2020, qui est en chiffre de 223 696,71 €, est essentiellement due aux effets de la crise sanitaire. Ce qui a baissé, ce sont surtout les dépenses de restauration collective, les fournitures en petit équipement du service vie associative et du service éducation jeunesse, et le montant des dépenses qui avaient été inscrites pour des manifestations qui ont dû être annulées. Par contre, ce qui a augmenté, un nouveau poste comptable donc a été créé, un poste Covid, pour regrouper les dépenses liées à la crise sanitaire. Concernant les charges de personnel, il y a cette année, entre 2019 et 2020, une légère baisse des charges de personnel qui est de 0,45%. Alors, quand on examine le compte administratif, on se rend compte que ce qui a baissé, ce sont les cotisations d'assurance du personnel, puisqu'il y a eu une renégociation avec un changement de partenaire. C'est le CIJAC maintenant, donc il y a effectivement des cotisations qui ont baissé, mais par contre, on peut constater que certains événements de la vie du salarié ne seront plus pris en charge, donc il n'y aura pas de remboursement de la mairie. Il s'agit notamment des congés maternité et de maladies ordinaires. Ce qui a augmenté, c'est l'augmentation du poste de personnel contractuel. C'est dû aux recrutements qui ont été nécessaires au renforcement des équipes, notamment de ménage, pour respecter les protocoles Covid, le remplacement des agents quand il y a eu des cas contacts, et le remplacement des arrêts de longue maladie. L'objectif 2021 est de continuer à maintenir les charges de personnel malgré les recrutements sur des postes importants, DGS, DST, auxquels il a fallu procéder du fait des manquements que nous avons constatés en début de mandat. Les subventions aux associations. Cette augmentation, donc, qui commence à fin 2018, voilà, à partir de 2017, non, 2018. Ouais, 2010, parce que, est dû notamment à la comptabilisation du salaire de l'agent mis à disposition par la mairie à l'harmonie de salle et à un montant de subvention exceptionnelle au titre du Covid qui a été versé en 2020. Donc l'objectif 2021 est de renforcer le soutien aux associations locales qui ont été durement impactées par la crise Covid. Ce soutien s'effectuera par le maintien des subventions, mais aussi par des travaux dans les salles municipales pour que les associations puissent disposer de locaux en adéquation avec leurs pratiques. De nouvelles salles vont également être mises à disposition des associations et un effort particulier est inscrit en investissement pour l'amélioration des équipements sportifs. Les dépenses de fonctionnement, dépenses réelles de fonctionnement. Au global, les dépenses réelles de fonctionnement augmentent de 1,75%, mais ce chiffre est impacté par la crise Covid qui a empêché la réalisation de certaines dépenses. Pour 2021, le montant des dépenses réelles de fonctionnement est à ce jour évalué à 8 millions d'euros. Tout redevient à peu près normal. Ensuite, le tableau sur les impôts et taxes. Donc, il y a une légère augmentation des recettes fiscales, malgré une baisse importante des droits de mutation, pratiquement moins de 130 000 €, qui est due aux mutations ajournées crise Covid. Pour 2021, l'inscription budgétaire estimée des droits de mutation prendra en compte ce ralentissement des transactions immobilières et les taux de la fiscalité locale seront gelés. La dotation globale de fonctionnement. Donc, la dotation globale de fonctionnement augmente de 4,09%. Cela est dû essentiellement à l'accroissement de la population. Pour 2021, nous n'avons pas reçu l'évaluation de la DGF, mais en prenant en compte l'augmentation de la population, elle devrait être en légère augmentation. Les recettes réelles de fonctionnement. Il y a une baisse de 2,65% des recettes de fonctionnement. Cette baisse est due aussi à la crise Covid et à ses conséquences. Pour 2021, le montant des recettes réelles de fonctionnement est à ce jour évalué à 8 millions d'euros. Le budget d'investissement 2020, sur un montant de crédit ouvert de 2 324 668,83 €, 37% n'ont pas été réalisés. Cela représente 855 409,12 € de reste à réaliser 2020, repris au budget 2021. Les raisons sont diverses. Une année électorale avec un changement d'équipe municipale fin juin 2020, une ancienne équipe qui n'a pas engagé ses inscriptions budgétaires, un contexte Covid qui a ralenti l'économie en général
et une nouvelle équipe municipale qui a dû prendre le temps de s'approprier ce budget et de le conformer à ses engagements électoraux. Les orientations du budget d'investissement 2021. Le budget d'investissement d'un montant de 2 984 087, dont 800... Ah, je n'ai pas le... J'ai pas le bon chiffre. 855, c'est 855 409, c'est pas 805 409. Le reste à réaliser sera organisé autour de plusieurs axes. Tout d'abord, les dépenses qui permettront de construire un PPI de mandat. Pour donner une lisibilité aux Sallois sur les investissements qui seront effectués durant le mandat, il est nécessaire de procéder à diverses études. Celles-ci définiront ensuite les priorités. Au budget 2021 seront prévues les dépenses suivantes correspondant à des études ou des assistances à maîtrise d'ouvrage. Diagnostic des bâtiments municipaux, mise à jour du diagnostic accessibilité, études d'extension de l'accueil périscolaire de la primaire rive gauche, assistance à maîtrise d'ouvrage globale, études salle des fêtes du bourg, diagnostic voirie, études pour mise en ERP des locaux de l'ancienne piscine et faisabilité d'une salle de musculation, schéma défense incendie, dépollution des charges du tronc, extension du multi-accueil. Ces nouvelles inscriptions s'ajouteront à certaines déjà inscrites au budget 2020 qui sont en cours ou qui vont être lancées prochainement. Il s'agit notamment d'une étude globale sur les pistes cyclables et d'une maîtrise d'œuvre pour le terrain de foot. Au total, il y aura à peu près 260 000 € d'inscriptions d'études diverses. Les investissements réalisés dans le domaine foncier. Il s'agit pour la commune de commencer à reconstituer sa réserve foncière par des acquisitions qui permettront de mieux maîtriser l'évolution de son schéma urbain et prévoir l'installation de certains services municipaux. Pour l'instant, nous inscrivons 280 610 €, donc acquisition d'un bien à la Vignole, réserve foncière compensatoire, régularisation d'engagement de l'ancienne équipe municipale et élargissement du chemin de Francille. Si dans le courant de l'année, nous devions avoir des rentrées financières non encore certaines à ce jour, nous les investirons en priorité dans l'acquisition de foncier ou de biens immobiliers. Investissement réalisé dans l'acquisition de matériel et de mobilier. Un effort important sera effectué pour doter les services techniques du matériel nécessaire à l'exercice de leur activité professionnelle et au remplacement de matériel très vieillissant. Travaux qui seront réalisés dans les bâtiments communaux. Il s'agit de travaux nécessaires pour garantir un fonctionnement normal des équipements communaux, mais également pour donner les moyens à un service de se développer ou pour proposer un nouvel équipement aux Sallois. Donc, des WC publics seront installés dans les locaux de l'ancienne prison. Des travaux seront effectués dans les futurs locaux de la police municipale. La toiture de l'ancien gymnase sera réparée. Des travaux de sécurisation de la cour de l'école élémentaire rive gauche seront effectués. L'église sera équipée de treuils pour faciliter la maintenance concernant les lustres et le chauffage. Et des travaux sont prévus dans la salle des fêtes du bourg. Investissements concernant les équipements sportifs. Entre les inscriptions du budget 2020 et les nouvelles inscriptions, ce sont près de 590 000 € qui seront investis dans les équipements sportifs cette année. 408 000 € pour le rugby, 180 000 € pour la première tranche du foot. La voirie. Une continuité dans l'entretien de notre voirie communale sera proposée pour un montant de 150 000 €, mais également 60 000 € de travaux en régie, un poste que nous renforcerons si possible en cours d'année en fonction des rentrées budgétaires. Autre caractéristique de ce budget 2021, l'intégration au budget principal du budget annexe logement social qui n'avait plus les caractéristiques d'un budget annexe. Aujourd'hui, ce budget consistait principalement à l'encaissement de 2 loyers et au remboursement de 2 emprunts. Pour financer ces différents investissements, nous vous proposerons une affectation de l'excédent de fonctionnement à hauteur de 400 000 € et un virement de 100 000 €. Nous évaluons très prudemment la taxe d'aménagement à 300 000 €, un excédent d'investissement cumulé d'environ 1 million d'euros et des demandes de subventions auprès des financeurs institutionnels pour 320 000 € restent à réaliser inclus. Un recours à l'emprunt maîtrisé à hauteur de 350 000 €, ce qui est en deçà de l'annualité du capital à rembourser de 416 900 €. Voilà en résumé quelles sont les orientations budgétaires d'investissement concernant l'année 2021. Petit point sur la dette. En 2020, la commune a contracté un emprunt auprès de la Banque postale pour un montant de 350 000 €, au taux fixe de 0,802 % sur une durée de 25 ans. Cela porte le capital restant dû au 1er janvier 2021 à la somme de 4 681 959,45 €, soit une diminution par rapport au 1er janvier 2020 de 44 776,30 €.
Au 1er janvier 2020, l'encours de la dette était donc de 4 726 735,75 €. Il convient d'ajouter un capital restant dû de 6 086,53 € suite à la suppression du budget annexe de logement. L'extension totale de la dette actuelle sera effective en 2046, dans la mesure peu réaliste où la commune n'emprunterait plus. L'intégralité de la dette est à taux fixe et les 18 emprunts en cours ont un taux moyen fixe actuariel de 2,075 %. L'annuité de la dette pour 2021 est, capital et intérêts confondus, de 511 261,68 €. L'annuité en capital, l'amortissement de la dette, est de 416 813,42 € pour l'exercice. Le budget prévisionnel pour 2021 devrait voir inscrite la somme de 350 000 €, équivalente à l'emprunt réalisé en 2020. Cela contribuera au désendettement de la commune de près de 67 000 €, qui viennent s'ajouter aux 44 776,30 € de 2020, soit plus de 110 000 € en 2 ans de diminution de l'endettement de la commune. La capacité d'autofinancement représente l'excédent résultant du fonctionnement. Elle est calculée par différence entre les produits réels de fonctionnement, hors produits de cession d'immobilisation, et les charges réelles. Donc vous avez un comparatif recettes et dépenses réelles depuis 2014. Donc vous avez ensuite la courbe de la capacité d'autofinancement de la commune entre 2014 et 2020. C'est vrai qu'en 2018, il y a eu un niveau élevé de CAF, car cette année-là, la collectivité avait vendu pour près de 700 000 € de biens immobiliers. Et par contre, en 2020, la CAF est en baisse du fait de dépenses liées au Covid et au paiement de frais de justice, soit un peu plus de 150 000 €. Les ratios de la collectivité. L'article R2313-1 du CGCT énonce 6 ratios synthétiques que doivent présenter les communes de plus de 3 500 habitants et de moins de 10 000 habitants dans leur débat d'orientation budgétaire. Le tableau ci-après présente l'évolution de ces 6 ratios de 2018 à 2020. Ils sont basés pour 2020 sur une population INSEE de 7 157 habitants. Donc, si vous voulez, je vais vous lire juste 2020. Donc, les dépenses réelles de fonctionnement par habitant sont de 1 067,64 €, alors que la moyenne de la strate est de 939 €. La fiscalité directe par habitant en 2020 est de 498,06 €, alors que la moyenne de la strate est de 517 €. Les recettes réelles de fonctionnement en 2020 par habitant sont de 1 115,45 €, alors que la moyenne de la strate est de 1 140 €. Les dépenses d'équipement par habitant en 2020 sont de 152,81 €, les moyennes de la strate est de 352 €. La dette par habitant est de 654,01 €, la moyenne de la strate étant de 846 €. La dotation globale de fonctionnement par habitant est de 241,66 € en 2020, la moyenne de la strate étant à 153 €. Le budget primitif qui vous sera soumis prochainement reflètera les grandes orientations contenues dans ce ROB. La maîtrise des dépenses de fonctionnement, la recherche continue de la meilleure utilisation possible des ressources existantes seront plus que jamais à l'origine de nos choix budgétaires. L'objectif final étant de dégager les ressources nécessaires au financement d'une politique d'investissement à la fois réfléchie et ambitieuse pour les années à venir. Voilà, je vous propose de lire la délibération et ensuite on passera au débat. Le conseil municipal, vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article 2312-1 modifié par l'article 107 de la loi numéro 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, loi NOTRe, considérant qu'en vertu de la disposition précitée dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de 2 mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique. Considérant que cette évaluation concerne de fait la commune de Salles, considérant la lecture donnée en séance du conseil municipal du 8 mars 2021 par M. Bureau-Mme Dosba du rapport d'orientation budgétaire 2021, des engagements pluriannuels envisagés et des orientations constatées et à venir de la structure budgétaire communale,
Après en avoir débattu, il sera proposé au conseil municipal de prendre acte de la tenue du débat des orientations budgétaires relatives à l'exercice 2021 sur la base du rapport annexé à la présente délibération, de dire que la présente délibération ainsi que le rapport annexé seront transmis à Madame la sous-préfète et à Monsieur le Président de la communauté de communes du Val-de-Lair, et de préciser qu'il sera également publié en vue d'assurer l'information des administrés. Je vous propose maintenant d'ouvrir le débat et je laisse la parole à qui la veut. Excusez-moi, oui, moi je voulais juste, au niveau des charges de personnel, vous avez dit tout à l'heure que donc sous notre mandature, ça va augmenter de 52%. Ce que je voulais juste rajouter, c'est que la caisse des écoles a été... Oui, mais c'est quand même important de le dire, a donc été fermée, et le personnel de la caisse d'école a été intégré personnel mairie, ce qui a donc en effet augmenté les charges de personnel. Voilà, mais c'était les mêmes personnes, ça n'a pas changé grand-chose. Voilà, merci. Alors, on peut faire aussi plein de budgets annexes et puis on baisse les charges de personnel, mais bon, à la fin, on y est. Monsieur Poc. Oui, merci. Il est toujours difficile d'avoir des réactions à chaud quand on découvre le, quand on découvre le document. Mais bienvenue dans le monde de l'opposition. Voilà. Alors je l'attendais cette remarque. En fait, vous faites la même chose. Ne dites pas que vous êtes nouveau. La même chose, on ne fait pas la même chose que là, vous l'avez sur table. Je vais quand même vous répondre par rapport à ça. Vous l'avez quand même sur table, ce qui n'était jamais arrivé avant. Hein. Ah bon, alors il sortait du Saint-Esprit alors non, il était donné après que le compte-rendu de conseil. Non, vous le lisiez sans que nous on l'ait. Ça va pas, non. Si. Non, attendez. Si. Il était, vous l'aviez sur table le jour où il y avait les orientations budgétaires. Je vous confirme que non. Bon, écoutez, en tout cas, moi je vous dis les choses, clairement. Moi je vous réponds aussi comme ça. Moi je vous dis les choses clairement. On a là un document qui est... Moi je vous réponds clairement. Vous me laissez parler ou pas? On a un document qui est clair, qui est synthétique, et très sincèrement, ça aurait mérité qu'on l'ait en même temps que le reste des débats. Il n'y a rien de confidentiel. Alors, je vais vous dire. Si c'est juste pour faire la même chose que on va faire 5 ans comme ça. Tout le monde l'a eu en même temps. Il n'y a que Bruno et moi qui l'avons eu un petit peu avant parce qu'on a fini de le rédiger peu de temps avant le conseil. Voilà. Parce qu'en fait, on a voulu au départ prendre ce qui était sur Simco. Vous aviez travaillé avec le logiciel Simco. Donc, on n'a pas remis en doute dès le départ les chiffres. Enfin, on a travaillé là-dessus. Puis, on s'est quand même rendu compte à un moment qu'il y avait des incohérences. Donc, il a fallu tout reprendre parce qu'il y avait des erreurs dans les comptes administratifs des différentes années. Donc, il y avait des ratios qui n'étaient pas corrects. Enfin, voilà. Donc, c'est pour ça. C'est vrai que si on avait pu, on l'aurait fourni avant. Là, je vous dis, on n'a pas pu. Peut-être l'année prochaine, on s'améliorera. On essaiera de vérifier la pertinence des chiffres un peu plus tôt que 48 heures à l'avance. Et donc, 24. Du coup, ou 24. Et du coup, ça sera mieux. Voilà. Bon, ceci étant, donc, c'est en le parcourant comme ça qu'on peut faire quelques remarques. Ce qui est important à noter pour nous, c'est la seule chose qui nous intéresse, c'est une saine gestion et ça pour l'intérêt des Salois. Donc qu'est-ce qu'on voit? Bon, moi je vois des choses qui me satisfont. Hein, je vais pas dire le contraire si ce n'est pas le cas, d'accord? Au niveau de la dette, bon, c'est pareil. Donc la dette, vous poursuivez donc la baisse qui est engagée. Et comme vous le dites si bien, à partir du moment où on emprunte, donc moins que la charge annuelle de la dette, elle va baisser tout naturellement. Donc ça, vous l'avez fait, puisque donc, vous citez bien le montant, et c'est parfait. Simplement, juste deux, trois petites remarques donc, au fil de l'eau. Alors, juste une remarque générale, forcément, on est en période de crise sanitaire. Donc, c'est très... Pardon ? Oui, excusez-moi. On est en période de crise sanitaire et c'est vrai que c'est très délicat à appréhender donc la gestion, les ratios, parce que tout est bouleversé dans un sens comme dans un autre. Bon, là en plus, c'est très compliqué puisque vous avez fait une demi-année,
Donc la première année d'un mandat, donc c'est toujours difficile de faire la part des choses et c'est jamais facile. Et d'ailleurs, on constate, de mémoire, là, j'ai vu qu'il y avait un petit peu plus de 800 000 euros de RAR. Donc parce que c'est jamais facile, comme ça, quand on arrive, de passer donc tous les investissements. Donc juste deux, trois petites choses, et puis j'espère qu'on aura le temps, nous, de regarder ça avec un petit peu plus de recul et de profondeur quand on aura le budget avec toutes les lignes budgétaires. Des petites précisions. Vous avez mis, par exemple, pour les subventions aux associations, elles étaient en 2019 176 366, elles sont donc en 2020 de 204 500 euros. Il me semblait, d'ailleurs je crois que je dois avoir les chiffres avec moi là, mais il me semblait qu'en 2019 on avait mis 204 000 euros avec le COSEL. Donc pourquoi vous avez enlevé, donc vous avez mis là les chiffres hors COSEL pour 2019? 2019 je vais te dire, je regarde. Non, bah, allez-y, partez, je vais chercher. Hein. Moi je dois l'avoir aussi. 204 000 euros, c'était en 2020. 204 000 euros, c'est 2020. Donc là, il faudrait que je vais reprendre le détail. Bon, après, il y a des chiffres sur lesquels on reviendra au moment du vote du compte administratif, parce que là, c'est vrai qu'on va faire une commission des finances aussi, où on vous présentera tous les chiffres, et on pourra regarder un petit peu plus en détail. Excusez-moi. On avait donc mis au BP donc 2020 218 192 €, donc ça c'était donc y compris avec le COSEL, et en 2019 je vois donc 176 366 €. Voilà. Normalement. Et il y avait dedans les 7 100 € de DFCI, parce que ça, de toute façon, ça ne bouge pas. Ouais. Ouais. Les chiffres que vous avez, c'est le CA ou le BP? Là, j'ai le CA 2019, c'est 176 000 et des brouettes. Et le BP, donc le BP que nous avions élaboré, on aurait mis 218 192. Ok. En fait, on a pris le compte 65-74 et effectivement, on a pris... mais ça sera la même chose pour 2020, du coup, au final. C'est la même ligne, il faut que je reprenne... Parce qu'en fait, moi, j'étais pas à la commission des assos, mais il me semble que vous souhaitiez sortir le COSEL, c'est ça non, il n'y a pas de... Non. Non, d'accord. On vous présentera les chiffres, on vous présentera les chiffres avec et sans. Mais bon, ça, on verra ça la prochaine fois. C'est pas pratique. La commission association est en train de travailler sur le montant qui sera inscrit réellement au BP qu'on vous présentera la prochaine fois. Ouais. Tu as une réunion prévue quand, Fabienne? On en a déjà une là. D'accord. Ok. Alors, au fil de l'eau, toujours, là, je vois un pot et taxes. On avait de la chance, hein, donc la fiscalité des 3 taxes augmentait assez sensiblement chaque année. Et malheureusement, je vois que de 2019 à 2020, pour une fois, elle stoppe un peu sa hausse. Est-ce que c'est, la disparition de la taxe d'habitation qui est passée par là? Parce que dans quel cas, ça voudrait dire qu'on nous dit que ça va être compensé donc à l'euro près, mais en fait, on voit que... Sur les 3 taxes, on a 4 539 000 au lieu de 4 528 000. C'est la taxe d'aménagement, en fait. C'est surtout la taxe d'aménagement qui a baissé de 230 000 euros cette année, hein, parce qu'il y a effectivement beaucoup de... comme je le disais, il y a beaucoup de transactions immobilières qui n'ont pas eu lieu cette année. Et là, c'est pour ça qu'on sera très prudent sur l'inscription budgétaire 2021. Parce que même si ça reprend un peu, ça ne reprend pas quand même au niveau des années précédentes. Donc, comme vous le disiez tout à l'heure, on est quand même prudent parce qu'on ne sait pas quand même trop où on va pour les transactions immobilières sur la commune. D'accord. Ensuite, concernant la DGF... j'ai bien noté ce que vous avez dit. Vous avez dit donc qu'elle était en légère hausse. Alors, elle n'est pas en légère hausse parce que j'allais dire elle est même en très forte hausse puisqu'elle est de 4,09%. Donc, c'est pas une légère hausse, c'est une forte hausse. C'est le nombre d'habitants. Oui, mais c'est surtout qu'en fait, vous avez dit donc à l'accroissement de la population, c'est vrai, c'est une chose, mais c'est aussi qu'en fait, quand on regarde les projections de la DGF et de ses composantes, en fait, on s'aperçoit qu'elle est très dynamique, et tant mieux pour la ville de Salles, hein, elle est très dynamique dans les années qui viennent. Donc, il n'y a pas que la hausse de la population. Je
Je ne me projette pas sur les 5-6 ans à venir. Là, on fait juste la non, comparaison je veux dire, entre c'est pas 2019 simplement et 2020. la hausse. Parce qu'effectivement, C'est qu'en fait, quand vous regardez la ouais, composition, les trois le composantes... logiciel Simco prévoit des évolutions sur plusieurs années. Tant qu'on n'a pas en plus cette année les montants vraiment précis qui nous sont communiqués par les services de l'État, on préfère rester sur cette analyse-là. Et bien évidemment, quand on aura les chiffres précis, on pourra peut-être donner une autre explication que l'augmentation de la population. Vous aviez quoi comment on appelle ça, au niveau des subventions tout à l'heure, ce que vous disiez pour 2020, c'était Les subventions aux assos, oui. donc sur le CA 2019, 176 366. Ouais. Et pour le BP 2020, donc 218 192. C'est ça. Ouais. 218 212. Ouais. Voilà. Et de l'ECA, du coup, il a été de 204 511. D'accord. Le CA ok. qu'on va voter là, c'est pour ça. Voilà. D'accord. Il y a une légère différence, mais, Oui, mais c'est bien ça, ça. L'année dernière, vous aviez voté 173 546 au BP et il s'est réalisé 176 366. Là, vous aviez voté 218 212 et il s'est réalisé 204 511. En fait, il me semble que de mémoire, vous aviez prévu 20 000 euros de subventions exceptionnelles. Or, effectivement, il n'y en a que 10 000 qui ont été distribués aux associations. À toutes les demandes. Ça a été une réponse à toutes les demandes. On n'a pas eu de demande supplémentaire. Donc, ça explique aussi ces 10 000 euros. En fait, ça explique la différence, puisqu'effectivement, donc, les 20 000 Covid étaient dedans. Donc, oui, la c'est pour différence, ça. Ça explique voilà. la différence. Oui. Donc les RAR, j'en avais parlé, donc ça c'est... Ensuite, oui, sur la taxe d'aménagement, donc comme vous l'avez dit, effectivement, donc là il faut mieux rester prudent, nous c'est ce qu'on faisait, et c'est une ressource qui est tellement donc aléatoire qu'il s'impose d'être prudent. Sur la capacité d'autofinancement, vous avez dit que la CAF 2018 était impactée de près de 700 000 euros, par contre, de biens immobiliers, mais c'était surtout les charges financières. Avec la renégociation de la dette en 2017, l'année d'après, on a eu des charges financières très importantes. 2017, c'est celui qui l'a fait chuter, la CAF. Et 2018, elle a été montée parce qu'il y a eu deux sessions de vente, en l'occurrence la maison des associations qui a été réalisée et le vente de l'entreprise là-bas. C'est ça en réalité qui fait le yo-yo de la CAF. Il est essentiellement dû à ça. D'un côté, la renégociation de la dette qui a diminué le résultat d'exploitation et qui vous donne une CAF qui était même négative en net. En brut, elle était positive, mais en net, elle était négative. Par contre, l'année d'après, donc 2018, par contre, la CAF était haute parce qu'il y avait 680 000 de recettes exceptionnelles, sachant qu'on inscrit les recettes des ventes en fonctionnement, alors que le reste se fait au niveau de l'investissement. Voilà. C'est pour ça que ça fait du yo-yo. C'est pas. Alors, sur la CAF, je vais être très clair. La capacité d'autofinancement qui est un élément important, puisque c'est avec ça, normalement, qu'on devrait être en capacité, au niveau de la CAF brute, de décliner en combien de temps on peut rembourser notre dette. Aujourd'hui, on est un peu dans l'incapacité de le faire. Bon, Simco le fait pas et le sort pas. On a réussi à retrouver des chiffres entre les impôts et la commune. On n'a pas forcément les mêmes. Donc, on est en train de recentrer ça. On espère qu'au CA, je pourrai vous présenter une baisse. Moi, j'ai pris la capacité d'autofinancement à partir des dépenses réelles et des recettes réelles de fonctionnement, donc qui excluent les opérations d'ordre. Pour voir ce que ça donnait, ça me semblait être la solution la plus juste pour trouver une CAF et se donner un petit peu notre situation. Mais on ne trouve pas la même avec le service des impôts, soit en la hausse pour nous, soit la baisse pour... Enfin voilà, il y a un petit peu de tout. Donc la CAF, il va falloir qu'on précise un peu notre façon de faire, sachant que Simco ne sort pas la CAF au niveau du logiciel. Donc on va leur demander quand même d'intégrer ça, la CAF brute et la CAF nette. Normalement, quand il s'agit des ratios financiers, les opérations d'ordre, notamment effectivement les recettes exceptionnelles, ne font pas partie des ratios. Justement, les ratios ne les prennent pas en compte pour mettre... Non, les opérations d'ordre n'en font pas partie. Les recettes, les charges exceptionnelles et les produits exceptionnels en font partie si on est en CAF net, ils n'en font pas partie si on est en CAF brute. Voilà, c'est juste ça. Mais c'est pas... Puis cette année, en plus, on a eu le rapatriement des excédents du syndicat de l'eau et d'assainissement. Donc du coup, ça fausse un petit peu aussi la réalité que de la commune. Donc comme on n'a pas encore le compte de gestion des services de l'État,
On aura certainement des chiffres beaucoup plus précis au moment du vote du budget, parce qu'on aura à ce moment-là le compte de gestion du trésorier et on pourra comparer. Parce qu'aujourd'hui, on a une petite différence. À partir des éléments du budget que nous, on a en commune, sans les éléments de la méthode de calcul qui a été retenue à la fois par les impôts et à la fois par la Chambre régionale des comptes, ce que j'ai voulu comparer. Et je n'ai pas réussi à le faire parce que je n'ai pas réussi à retrouver les chiffres qui sont faits par la CRC, ni ceux qui sont faits par le service des impôts à partir de nos éléments à nous. Donc on va leur demander des précisions sur les méthodes de calcul pour retrouver, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils enlèvent au niveau du fonctionnement ou des recettes ou des dépenses, de façon à ce qu'on puisse retrouver la même CAF, on va dire, ce serait quand même normal, qu'en CAF brut et en CAF net, on ait le même chiffre, que ce soit les impôts et la collectivité, quoi. Voilà, mais je ne connais pas leur méthode de calcul. Oui. Moi, j'ai pris la méthode qui est préconisée à peu près partout, c'est-à-dire les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement. Voilà. Alors par contre, c'est un effet pervers, c'est que quand vous avez une grosse recette, ça augmente la CAF. Quand vous avez une grosse dépense, ça la diminue. Voilà. Et donc vous aurez remarqué, et c'était une de nos difficultés aussi, c'est qu'effectivement les chiffres diffèrent selon la DGCRF et les... Mais là, je les ai repris un par un. C'est vrai que, parce que ça a été justement parfois des arguments, j'allais dire, de campagne, mais c'est vrai que malheureusement, on n'arrive toujours pas au même chiffre. Alors, ils diffèrent pas non plus, c'est pas énorme, non, mais malgré tout... Ce qui m'embête dans l'histoire, c'est que si vous voulez, moi, au départ, on a pris le logiciel Simco que vous connaissez, parce que c'est vous qui l'avez fait, qui est plutôt un logiciel qui est plutôt bien fait quand il est bien paramétré. Mais on s'est rendu compte que finalement, depuis des années, il sortait des chiffres qui sont erronés. Alors, moi, j'ai juste pris un principe, c'est-à-dire que quand j'ai commencé à faire le rapport avec Nadège, j'ai pris les 4 ou 5 chiffres que j'avais besoin pour les ratios et j'ai voulu les vérifier sur ces 4 ou 5 pour voir si on avait les mêmes chiffres sur Simco. Et là, on s'est rendu compte qu'on avait des gros écarts. Donc, on a tout repris mano à mano depuis une quinzaine de jours, c'est-à-dire qu'on a refait nos tableaux, on a refait nos graphiques pour arriver à faire quelque chose de synthétique, et on est arrivé à quelque chose. Il y aura certainement des différences quand on votera le CA, parce que j'ai pas fini de travailler, au moins sur la CAF, ça c'est sûr, pour retrouver une méthode de calcul qu'on appliquera tout le reste. Après, sur le reste, à la marge, mais autrement, on devrait être bon. Mais par contre, sur la CAF, c'est compliqué parce qu'on n'applique pas la même méthode de calcul au niveau des impôts, au niveau de la CRC, au niveau de la commune, et ce qu'on peut trouver sur la façon de la calculer au niveau... voilà. Donc ça, moi, j'ai pris celle qui me semblait la plus facile et la plus juste. Voilà. C'est dommage. Par contre, c'est vrai que moi, je sais, si vous l'avez conservé, c'est que vous pensez... oui, il est très bien. Hein. Moi, je trouve que c'est un bon logiciel. Il permet de faire pas mal de scénarios. Voilà, il y a pas mal... Bon, on a pris tardivement. Un peu allégé les orientations budgétaires parce que franchement, quand on a voulu commencer à imprimer, enfin regarder le rapport, c'était beaucoup trop long et c'est vrai que ça nous semblait pas nécessaire d'aller. C'était pas très très convivial, j'allais dire. Leur présentation. Non, on a essayé de le faire un peu plus ludique. Je vous remercie d'insinuer que j'ai pu être conviviale dans cette lecture. Non, mais c'est vrai que moi je pense sincèrement que c'est un bon logiciel qui permet de faire beaucoup de choses. Et en fait, il faut pouvoir l'exploiter. C'est-à-dire qu'en fait, il offre beaucoup de possibilités, et notamment parce que vous aurez la chance de faire le PPI. Le PPI, je pense que c'est pas mal. On verra ça pour l'année prochaine, je pense, parce que là, on va sortir. Parce que là, ça a été un petit peu compliqué. Je dois avouer que là, j'ai cru que on allait s'arracher les cheveux. J'en avais déjà pas beaucoup, mais pour reprendre tous les chiffres un par un, encore cet après-midi, il y avait des choses c'était un peu compliqué à trouver, quoi. Non, juste pour sortir des ratios, parce que de toute façon, ils sont dans la continuité, hein, donc c'est très bien. Juste une petite précision, quand vous mettez donc 408 000 euros pour le rugby, ça se décompose comment, les investissements prévus? Ça se décompose, voyons, est-ce que j'ai... En gros, il y a 270 000 euros pour l'éclairage. Donc, on est resté sur la même enveloppe budgétaire que vous aviez inscrite, mais ça va être fait... Enfin, elle est augmentée. Il y avait 170 000 de mémoire, et on a augmenté à 270 parce que du coup, on finit les 2 terrains, on n'en parle plus. Voilà. Et ensuite, il y a toute la main courante, il y a tous les grillages, il y a tout ce qui concerne la mise aux normes des locaux de l'ancienne piscine. Il y a un banc de touche spécial pour des personnes handicapées au rugby. Du coup, on changera aussi les 2 autres bancs de touche. Il y a des barrières à refaire. Il y a le volet roulant de la buvette.
Voilà, à peu près, on y est là. Le plus gros, c'est l'éclairage, 270 000 euros. 65 000 euros, c'est pour les clôtures du rugby qui vont être pris depuis l'arrière des tribunes jusqu'au retour de la route vers Argilas. Donc ça fait quand même une bonne distance. Et la main courante qui sera complètement défaite et refaite à neuf. C'est-à-dire qu'il n'était pas possible de reprendre parce on n'a pas le même espace entre tous les poteaux. On a des poteaux en fer, des poteaux en béton. Donc en réalité, elle va être tout arrachée et refaite à neuf intégralement avec les protections qui vont bien. Il n'y a pas de différence réelle quand même si ça, on pourrait le penser entre le foot et le rugby, parce que le foot, là, c'est uniquement une première tranche de travaux. Il y aura une deuxième tranche qui sera prévue l'année prochaine et qui est à peu près du même montant. Ouais, juste parce que sur le foot, on a une demande du club de voir si on ne pouvait pas agrandir le terrain d'entraînement en bas, en faire un demi-terrain. Donc on va voir avec la maîtrise d'œuvre, quand elle va travailler sur le premier dossier, voir comment on peut travailler sur le terrain du bas. Vous parlez justement du foot, alors je fais juste une petite parenthèse. Dans vos communications diverses, il y avait donc les demandes de subventions au DETR. Je regrette que vous ne l'ayez pas proposé donc en délibération et donc en commission préalablement. Je sais que vous pouvez le faire donc en vertu des prérogatives qui vous sont octroyées par délibération, mais je pense qu'on aurait pu regarder ça en commission. Et je me posais la question de savoir est-ce que vous n'avez pas pu trouver des projets. Alors j'ai regardé les critères éligibles de cette année, parce que c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Donc j'ai vu ça fait 34 000 euros de demande de subvention. Pour le foot ? Les autres années, comment ? Pour le foot ? Oui, non, enfin 34 sur les deux dossiers DETR, donc 24 et 10. Alors qu'en fait les autres années, on arrivait quand même à avoir beaucoup plus, quoi. Donc j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Après, peut-être que vous n'aviez pas d'autres dossiers dans les critères éligibles. Non, dans les critères éligibles, on n'avait que ceux-là pour cette année. L'année prochaine, et pourquoi j'en venais au foot ? Parce qu'en fait, j'ai vu que sur le site de la préfecture, donc les subventions donc 2020 avaient été octroyées et que donc on a bien eu les 35 000 euros qui avaient été demandés pour le foot. Voilà, c'est pour ça qu'on n'a pas pu les remettre d'ailleurs. Comme celle du rugby, cette année, la DETR, on l'a eu aussi pour le rugby de mémoire. On ne peut pas demander vous l'aviez demandé, on ne peut pas demander deux fois pour les mêmes dossiers. Donc c'était les gros dossiers qui étaient éligibles. Donc c'est vrai que comme on a été financé en 2019, en 2020, ça va être difficile d'être financé en 2021. Par contre, sur le foot, l'autre nouvelle, c'était que le conseil départemental n'intervenait pas sur le foot, puisque ils n'interviennent que dans le cadre des créations. Mais j'ai appelé le conseil départemental cette semaine en disant que quand même c'était une réflexion lourde qu'on faisait, que ça pouvait s'apparenter à une création, et que eu égard au fait que les terrains de foot étaient quand même proches du collège, utilisés abondamment par le collège, et donc qui subissaient une pression forte dessus, je souhaiterais que la subvention soit accordée comme une création, ce qui m'a été répondu de façon positive. Le courrier est parti cette semaine pour demander, donc il y aura 30 000 euros qui se rajouteront au moins sur le foot qui n'ont pas été prévus. Voilà. Voilà, donc c'était tout ce que je pouvais dire comme ça, boule pour point. Bon, j'ai vu aussi que vous alliez poursuivre ce qui se faisait d'ailleurs les autres années aussi, là, sur la voirie, là, donc 150 000. Donc on reste dans la continuité. La voirie, on est bien conscient que cette première inscription ne sera pas suffisante, mais voilà, on espère avoir des décisions modificatives. Peut-être que si on a une taxe d'aménagement plus importante que celle qu'on va inscrire, des choses comme ça, bon, on sait que la voirie, ça fera partie des postes qu'il faudra abonder. Juste un point de détail. On avait parlé en commission par rapport à la décharge du tronc où on imaginait faire payer au futur exploitant Yoba Solar la dépollution. Je crois que vous y avez peut-être renoncé. Ouais. Parce que je non, on n'a pas renoncé. En fait, ce qui est inscrit, c'est l'étude, en fait. D'accord. C'est pour savoir ce qu'il faut faire et combien ça va coûter. On en est que là encore. D'accord. Donc... Parce que vous aviez évalué à un moment donné à 300 000 euros. Ouais, non, ça c'est ce qu'avait proposé la Colas. On a demandé d'abord à renégocier, mais on n'en est pas là, puisque aujourd'hui, les services de l'État sont particulièrement frileux pour permettre l'installation d'une centrale solaire, y compris sur une décharge. Voilà. C'est-à-dire que si elle était uniquement sur la décharge, ils accepteraient, mais comme elle déborde, puisque pour que le projet, on va dire, soit financièrement intéressant,
elle déborde, et le fait qu'elle déborde pose des soucis à certains services de la DDTM qui sont venus avec nous. C'est vrai que je ne suis pas resté très longtemps parce que je crois que ça aurait pu mal finir. Non, tu exagères. Voilà. Non, c'est vrai que ça a été, c'est impressionnant. C'est-à-dire que là, il s'agit d'épauler une décharge. C'est-à-dire qu'en plus, on va même pas vraiment gagner d'argent puisque on va avoir une grosse dépense pour une recette qui est relativement importante, mais avec la dépense qui est générée par le fait de remettre en état le site, ça permet surtout de remettre en état le site. En l'occurrence, si ça se fait pas, on le remettra pas en état, quoi. Oui, c'est ce qu'on avait vu, c'est que les 300 000 euros, il fallait 10 ans pour les financer par rapport à la rémunération d'Urba Solar. Y a-t-il d'autres observations? Non, donc je vous propose de mettre aux voix ces... Ah non, c'est on prend acte. Pardon, tant pour moi. C'est un débat. Voilà. Communications diverses. Le prochain conseil municipal, donc il aura lieu le 29 mars 2021. Vous savez, on en fait un le 29 mars parce qu'on a la CTG à signer qui doit être fait avant la fin du mois de mars. Et on refera quand même le conseil d'avril, puisqu'on fera certainement, on va essayer de mettre le CA au 29 mars et on mettra le BP plutôt au 12 avril en espérant qu'on aura d'ici là les dotations de l'État. Après, en vertu de l'article 20... ça sera quand, du coup, pardon? Comment? Et en avril, ça sera quand? Le deuxième lundi, là. C'est le 5. Alors le deuxième, le 5, c'est le 12. Le deuxième, ok. D'accord, le 12. En vertu de l'article L2123-24-1-1 du Code général des collectivités territoriales, le secrétariat général vous a transmis en date du 5 mars 2021 le tableau des indemnités perçues par les élus de salle pour l'année 2020. Vous l'avez tous reçu. Parfait. Comme nous n'avons pas... Je peux faire juste une dernière intervention? Si ce n'est pas une question diverse, oui. Déjà, c'était juste rebondi. Vous avez parlé là du tableau sur les indemnités. Ouais. Il nous avait été joint avec le tableau avec l'organigramme, plus précisément. On ne pourrait pas l'avoir. Alors, je sais pas, j'ai pas regardé. Je crois qu'il n'y a pas d'obligation, mais on ne pourrait pas avoir un organigramme avec les noms des responsables de chaque. Enfin, les responsables, vous pouvez l'avoir. Il n'y a que les responsables que j'ai autorisé à mettre. Ça veut dire, on en a fait un 100 qui est publié, et on peut vous en donner un juste avec les noms des responsables, c'est-à-dire les cadres A qui sont rattachés territorialement. Les autres, je ne veux pas. D'accord. Ouais. Et si vous me permettez, donc, je souhaitais faire une dernière intervention. Ça dépend ce que c'est. Je vous dis pareil. Je vous dirai si ça ne va pas, je vous couperai. Je commence, et puis sinon, c'est les journalistes qui prendront la suite. Donc, les journalistes qui ne sont pas là, d'ailleurs, je vois. Chers collègues, dans les communications diverses, nous attendions, sans nous faire d'illusions, une annonce importante qui concerne au premier chef les élus de notre conseil, puis bien entendu tous les Sallois. Nous pensons bien évidemment à la condamnation pénale prononcée le jeudi 25 février à l'encontre de l'actuel conseiller municipal, unique représentant de la liste Salles naturellement. Cette condamnation pour diffamation aggravée sur un fonctionnaire est le fruit d'un... Une bonne et simple raison, c'est que ça, c'est du conflit de droit privé, à tel point que quand ça a été demandé, on n'a pas accordé la protection fonctionnelle parce que c'est une affaire entre un candidat et une personne, et que donc ici, ça n'a pas sa place, on n'a pas à commenter les décisions de justice qui ne nous concernent pas. Voilà.